Bonjour à tous, merci de suivre Ailleurs dans le monde. Le Soudan, vaste pays d'Afrique de l'Est, a connu un week-end mouvementé qui a fait plus de 200 morts et au moins des milliers de blessés. Selon diverses organisations internationales, ces décès sont le résultat d'affrontements entre des membres de l'armée et des milices paramilitaires connues sous le nom de Forces de soutien rapide, RSF. Jusqu'à présent, la plupart des attaques entre les deux camps ont eu lieu dans la capitale du pays, Khartoum, mais cette confrontation sur le terrain est le résultat d'une longue chaîne d'événements, de tensions, de crises et de luttes politiques qui n'ont pas réussi à apporter la stabilité au pays depuis la chute du régime d'Omar al-Bashir en avril 2019. Alors comment en est-on arrivé là? Quelle sera la sortie de crise pour le Soudan? Pour en parler, je reçois le journaliste Lanciné Bakayoko. Bonjour et bienvenue. Bonjour Fatim Djedjed, bonjour à nos téléspectateurs. Et l'historien Bangaline Goran, bonjour et merci d'être présent. Bonjour Fatim, bonjour à tous et à toutes. On va débuter par un rappel historique, comme souvent Ailleurs dans le monde. Après l'indépendance des territoires connus aujourd'hui sous le nom du Soudan de la domination britannique en 1956, le pays a fait face à un processus difficile de réorganisation. Que s'est-il passé? Alors, le Soudan aujourd'hui totalise 67 ans et en 67 ans, ils ont eu une bonne quarantaine de guerres civiles et 6 coups d'État. Donc aujourd'hui, disons que la situation du pays se trouve confronté à un conflit au sein de l'armée. Mais pour les précédentes phases de la guerre civile, il s'agissait surtout de conflits de distribution des richesses nationales et aussi de partage de pouvoir entre le nord musulman et le sud animiste, majoritairement animiste et chrétien pour certaines zones. Alors, au moment de l'indépendance, le principe qui a été acquis entre les élites du Nord et du Sud, c'était que après le retrait des Britanniques, il y aurait eu, les autorités de Khartoum allaient accorder l'autonomie aux régions du Sud. Et une fois que le pouvoir est entre leurs mains, ils reviennent sur leur décision. Automatiquement, la même année de l'indépendance, une rébellion naît donc dans les régions du Sud pour contester cette promesse non tenue. Et il va s'en suivre du fait de la fragilisation du pouvoir de Khartoum, un premier coup d'État qui va envoyer un général de l'armée qui fait 12 ans au pouvoir ensuite, décide de remettre le pouvoir, organise les élections, remettre le pouvoir aux civils. Et bien, un second coup d'État qui vient renverser les civils, parce que le régime civil a duré à peine 5 ans, est renversé par un deuxième coup d'État en 69. Et le nouveau général qui arrive prend l'engagement, cette fois-ci, d'accorder, de régler ce contentieux qui lie le nord au sud. Il prend donc l'engagement de remettre le pouvoir, du moins d'augmenter l'autonomie des régions du Sud. Il y a un accord qui est signé en 72, les accords d'Addis Abeba, qui reconnaît officiellement la particularité du Sud et la nécessité de lui remettre une partie du pouvoir du Soudan. Mais il se trouve qu'au moment où il signe cet accord, quelques années après, on découvre des grandes réserves de pétrole dans le Sud. Donc on se retrouve dans une configuration où l'élite qui dirige le pays sont des ressortissants du Nord et l'essentiel des richesses sont concentrées dans le Sud. Donc, avec cette nouvelle donne, le chef de la junte décide d'abroger complètement les accords de 72 et il fait main basse sur les réserves du Sud et c'est reparti pour une guerre civile qui va durer 17 ans et qui va avoir un tournant avec l'arrivée au pouvoir de Omar al-Bashir qui va, à travers une dictature, stabiliser la situation politique pendant 30 ans jusqu'à ce qu'en 2003 éclate la crise au Darfour avec les évolutions qu'on a connues qui ont fait finalement que l'armée est devenue l'institution, elle n'est plus une institution militaire, mais elle est devenue une institution politique. Voilà. Et c'est dans cette continuité de l'armée, dans le rôle d'institution politique de premier plan, que nous nous trouvons aujourd'hui, de sorte que finalement, les conflits de pouvoir ne se passent plus entre acteurs politiques, mais entre militaires à l'intérieur de la machine militaire qui est fondue dans l'État. Alors avec cette indépendance, le Soudan, il vient de le dire, a perdu les 2/3 de ses recettes d'exportation de pétrole. Quelle est la situation économique du Soudan? Aujourd'hui, le Soudan se trouve dans une situation économique alarmante. La devise est en chute libre. L'inflation est quasiment à 260%. Et la croissance qui était de 0,5% en 2021 et qui était projetée à 3,5% en 2022, aujourd'hui a stagné, alors que les projections pour 2023 étaient dans l'ordre de 5%. Donc, il faut dire qu'aujourd'hui, la situation économique du Soudan est quasiment à l'arrêt. Le Soudan est même en insécurité alimentaire aujourd'hui, parce que, comme vous le savez,
le Soudan vit, l'agriculture du Soudan se pratique au niveau des rives du Nil, le Nil bleu, le Nil blanc, et dans une partie de la bande qui sépare le Sud-Soudan et le Soudan lui-même. Donc aujourd'hui, l'agriculture est quasiment à l'arrêt alors qu'elle représente à peu près 39% des richesses. Et la production d'or est aussi stagne parce que le sous-sol soudanais a du cuivre, a de l'or, peut-être même du coltan, mais aujourd'hui, toutes ces ressources aujourd'hui sont quasiment à l'arrêt. Il faut dire aussi que le Soudan est d'autant d'insécurité alimentaire que le pays fait face à des inondations interminables et même à des sécheresses très très prononcées. Donc voici aujourd'hui la situation du Soudan, qui est aussi exacerbée par les crises ethniques qui se passent aujourd'hui. Et donc la lutte de pouvoir, notamment au sein de l'armée, fait qu'aujourd'hui la machine productive, je vais parler des industries, sont tous à l'arrêt. C'est vrai que les conflits se passent à Khartoum et dans sa ville jumelle Omdurman, mais vous savez que le pétrole qui est extrait dans le sud est envoyé au niveau du port vers Port Soudan. Et donc tout ce trajet est aujourd'hui ankylosé du fait que Khartoum est fortement enrhumé. Donc il est évident que la situation économique du Soudan est catastrophique aujourd'hui. Alors, la perte des ressources a intensifié donc les tensions internes entre les différents groupes ethniques. Vous l'avez dit, les milices et les groupes armés qui cohabitent dans le pays. Messieurs, est-ce qu'on est face à une guerre de prédation? Parce que vous parlez des richesses de ce pays. Est-ce que c'est ça, le fond? Oui, évidemment, nous sommes dans une guerre de prédation, puisque aujourd'hui, je ne pense pas que ni le chef d'État, celui qui est en position de chef d'État, c'est-à-dire le général Al-Bourhan et son challenger, enfin son rival aujourd'hui est Hemeti. Je ne pense pas que ces deux protagonistes aient aujourd'hui des projets politiques pour le Soudan. D'autant que après le premier coup d'État en 2019, il y avait eu un transfert de pouvoir aux civils qui avait atterri dans les mains du Premier ministre Abdallah Hamdok. Mais très tôt, ils ont vu que leurs intérêts étaient menacés, c'est-à-dire que les intérêts de prédation au niveau des deniers publics, notamment du pétrole, étaient menacés. Et donc, ils ont refait à nouveau un coup d'État en 2021. Mais jusque-là, chacun veut le pouvoir et tout le pouvoir. Parce qu'avant ça, ils étaient dans une sorte de gouvernement collégial où Al-Bourhan était numéro 1 et Hemeti en position de numéro 2. Mais comme je l'ai dit, chacun veut l'ensemble du pouvoir pour lui tout seul. Et donc, il n'y a pas d'autres objectifs que la prédation des ressources du Soudan. Vous partagez cette analyse. On nous parle de l'aspect de l'or qui est finalement le Soudan, le pays africain qui possède la plus grande réserve. C'est ça aussi, c'est la malédiction dorée? Oui et non. Oui, parce que déjà, quand on regarde le profil de celui qui n'a pas encore le pouvoir, qui est l'ambitieux du pouvoir le plus éminent, c'est-à-dire le général Mohamed Dagalo Hemeti. Celui-là, il a commencé comme homme d'affaires, donc un vendeur de chameaux, avant de rejoindre les milices Janjaweed sous le pouvoir d'Omar al-Béchir. Donc, il fait fortune dans le commerce. Et c'est justement parce que ses affaires sont un peu dérangées par les milices tribales qu'il rejoint une milice gouvernementale pour en même temps faire le commerce, en même temps en ayant le levier sécuritaire entre les mains. Donc il intègre cette milice et gravit les échelons, étant donné qu'il avait le pouvoir, à la fois le pouvoir militaire et le pouvoir économique. Et aujourd'hui, il est arrivé à un niveau où il lui reste seulement un seul palier pour atteindre la consécration. Il est considéré comme l'homme le plus riche aujourd'hui, en l'état actuel des choses, du Soudan. Et donc, il lui manque aujourd'hui un seul levier, le levier de premier personnage de l'État. Et apparemment, c'est cette ambition-là qui est un peu contrariée par l'ambition, je dirais, contraire de celui qui est considéré comme aujourd'hui la plus haute personnalité de la junte militaire. Mais je crois que l'élément le plus essentiel à faire ressortir ici, c'est que nous sommes dans la continuité ou encore dans la gestion des résidus du pouvoir d'Omar el-Béchir, parce que ces deux personnages sont les deux piliers du pouvoir d'Omar el-Béchir qui se sont retournés contre lui à la faveur des émeutes de la faim qu'il y a eu en 2019. Et finalement, après s'être retournés contre leur mentor, aujourd'hui, se retrouvent dans un conflit en quelque sorte... Fratricide. Fratricide finalement. Parce que le général Al-Bourhan était à l'époque
comment ils ont appelé ça, c'est la deuxième personnalité après le chef d'état-major. Donc, il était à l'époque l'inspecteur général des armées. Et donc, il avait l'avantage sur le chef d'état-major d'être un visage respecté dans l'armée, mais qui n'était pas assez connu parce qu'il n'était pas exposé médiatiquement. Et puis, le général Hamdan Emeti, lui, par contre, Omar el-Béchir l'appelait son protecteur. Dans leur langue locale, il l'appelait son protecteur parce que c'était lui qui était chargé de la sécurité aux frontières et au-delà de Khartoum, de maintenir les troubles liés à la rébellion dans le sud, dans un carcan qui ne déborde pas dans les villes. Donc ce sont les deux personnages clés, étant donné que l'armée était l'institution qui assurait la sécurité des centres urbains, et puis au-delà des centres urbains, c'est-à-dire dans la ruralité et aux frontières, le rôle revenait aux anciens Janjaouides qui sont devenus aujourd'hui les forces de soutien rapide. Donc finalement, ce sont ces deux piliers du régime qui se sont entendus, disons, pour récupérer le pouvoir symboliquement face à la colère de la rue. Et en fin de compte, et puisque deux crocodiles ne peuvent pas survivre dans la même mare, eh bien, il faut qu'un bouffe l'autre. Et aujourd'hui, ce conflit se fait malheureusement avec un peuple prisonnier, avec tous les dégâts collatéraux qui vont avec. Mais c'est vrai que c'est un conflit local. Là, c'est deux personnalités qui s'affrontent de première envergure, mais on a l'impression que les enjeux aussi sont régionaux. Très rapidement, il y a eu des réactions. Qu'est-ce qu'on craint finalement avec ce conflit sur le plan régional? Il faut savoir que le général Emeti, si vous voulez, c'était le bras armé de Omar Béchir au niveau du Darfour. C'est-à-dire qu'il était à la tête de groupes armés à qui on a donné suffisamment de moyens parce que c'est lui qui devait mater les groupes armés qui étaient au niveau du Darfour. Et là, il a correctement fait ce travail. Maintenant, les troupes qu'il a mobilisées au niveau du Darfour, après les changements qui ont été opérés après le coup d'État contre Omar el-Béchir, enfin le coup d'État, on va dire populaire, mais finalement le coup d'État militaire qui a été planifié et organisé contre Omar el-Béchir, ces milices aujourd'hui n'ont plus, si vous voulez, de travail. Donc, ce sont ces milices aujourd'hui qui alimentent les conflits comme des mercenaires, notamment au niveau de la Libye et surtout au niveau du Yémen, qui est de l'autre côté de la mer Rouge. Donc, si vous voulez, les Janjaouides, c'est-à-dire les FSR aujourd'hui que Emeti dirige, en tout cas la partie résiduelle qui n'a pas pu être insérée au sein de l'armée, on va dire, même si beaucoup considèrent les FSR comme une sorte d'armée dans l'armée, une sorte de milice, mais qui aujourd'hui, dans les faits, sont une partie de l'armée. Donc les personnes, disons les combattants qui n'ont pas pu s'insérer sont aujourd'hui sur le marché au niveau de la sous-région. Et ce sont ces combattants qui alimentent les conflits, notamment, comme je l'ai dit, au niveau de la Libye et du Yémen. Mais on craint que si les choses empirent, ces milices peuvent s'essaimer, notamment se métastaser, notamment au niveau de la Centrafrique, du Tchad, du Niger, et même une zone à risque, en fait. Les zones à risque, où ils sont une main-d'œuvre moins chère. Donc, c'est ce qui rend aujourd'hui ce conflit pas stratégique, mais qui effraie l'ensemble des voisins. Vous avez vu que le voisin kenyan a même fermé la frontière, oui, puisque le Kenya déjà est en confrontation avec les Chebab venus de Somalie. Donc, aujourd'hui, c'est un conflit qui peut s'éparpiller sur l'ensemble de la zone et même venir vers l'Afrique de l'Ouest. J'ai parlé du Niger. Et de ce point de vue, la communauté internationale se mobilise pour pouvoir contrecarrer toutes ces velléités expansionnistes de ce conflit qui peut forcément déboucher sur les autres territoires voisins et même bien au-delà. Mais ce n'est pas que les pays de la sous-région qui s'inquiètent, hein, l'Occident aussi. Certains y voient même des alliances géostratégiques, on parle de la Russie. Au niveau international, les craintes se justifient parce que disons que concernant la Russie, on fait souvent le reproche au général Hamdan Emeti d'être celui qui est l'allié de Wagner, mais il faut quand même rappeler que c'est sous le pouvoir du chef d'État, pour ne pas dire le président de fait, du général Al-Burhan, que la Russie a pu utiliser le Soudan comme territoire de passage des armes qui étaient destinées à Wagner en Centrafrique. Voilà. Et au-delà de cela, il y a une visite du ministre des Affaires étrangères de la Russie Lavrov à Khartoum,
où il a eu l'engagement du président en place de permettre à la Russie d'ouvrir à Port-Soudan, donc sur la bordure de la mer Rouge, une base pour l'armée russe. Et donc, il y a déjà cet aspect-là de non-clarification en fait, du positionnement de la Russie. Est-ce que la Russie est du côté de Al-Bourhan aujourd'hui? Est-ce que la Russie est du côté d'Hemeti? Parce que lui également, Hemeti a fait une visite. Il s'est déplacé en Russie. Et donc, finalement, on considère que la Russie est l'allié du Soudan tout court. Maintenant, aujourd'hui, il y a deux Soudans qui se déchirent à Khartoum. De quel côté la Russie va balancer, personne ne le sait. Mais au-delà de cela, ce qui est sûr, c'est que les deux, en fait, semblent avoir les mêmes alliés. Au niveau, par exemple, du monde de l'Arabie sunnite, puisque le Soudan est sunnite, lorsqu'il y a eu la guerre au Yémen, et qu'il y a une coalition sunnite qui a été formée par l'Arabie saoudite pour aller combattre contre les rebelles houthis qui sont chiites, c'est justement le général Al-Bourhan qui a été une sorte d'officier de liaison entre Khartoum et la coalition sunnite, de sorte qu'il a profité pour tisser des relations fortes auprès de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis. On sait au moins que son numéro 2 a des relations fortes également au niveau des Émirats arabes unis, mais il considère l'Arabie saoudite plutôt comme le soutien de son ennemi. Du coup, quand ils ont attaqué l'aéroport, ils ont bombardé des appareils de la compagnie d'aviation saoudienne qui était stationnée sur le tarmac. Donc on sait au moins une chose, c'est que à part l'Arabie saoudite, pour le reste des soutiens du Soudan, c'est plutôt des soutiens qui, disons, profitaient aux deux avant aujourd'hui qu'il y ait cette scission. Au niveau régional, on peut peut-être compter l'Éthiopie du côté du pouvoir et le Tchad du côté de l'opposant au pouvoir aujourd'hui. Mais pour revenir sur la Russie, c'est vrai que, bon, officiellement, les Russes nous disent que Wagner n'est pas, voilà, ce ne sont pas les représentants de l'État. Mais donc, on les accuse d'être sur place. Mais Evgeny Prigogine a répondu rapidement sur Telegram qu'aujourd'hui, pas un seul combattant de Wagner n'est au Soudan et c'est comme ça depuis 2 ans. Peut-on le croire? Moi, je considère le Soudan comme un allié naturel de la Russie, d'autant que le Soudan était le symbole même de la défiance vis-à-vis du bloc occidental, notamment des États-Unis, qui lui avaient imposé un embargo. Parce que vous verrez qu'au plus fort même de la crise de sécession, on va dire d'autonomie entre le Sud-Soudan et le Soudan lui-même, sécession, on va dire, menée par John Garang, qui à qui a succédé aujourd'hui Salva Kiir, on a vu pas une neutralité de la Russie. La Russie était clairement engagée du côté du Soudan. Mais moi, je pense que ce n'est pas un engagement opportuniste, c'est un engagement réaliste. Enfin, puisque les amis de mes amis sont mes ennemis. Donc, c'était naturellement que la Russie était déjà implantée au niveau de la Russie. Maintenant, avec l'évolution de l'environnement géostratégique, géopolitique mondial, où chaque parti cherche des alliés, notamment entre la Russie et le bloc occidental, il est évident que la Russie est venue réactiver son alliance avec Khartoum. Le professeur a dit tout à l'heure, Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, est venu à Khartoum, Hemeti s'est déplacé à Moscou, et il y a des alliances stratégiques entre le Soudan et la Russie. Et la capitale et le pouvoir moscovite. Donc, on va dire que le Soudan est un enjeu stratégique aussi, puisque son positionnement, notamment avec le Proche-Orient et l'utilisation de la mer Rouge, tout ça fait aujourd'hui du Soudan un pays stratégique qui aiguise les appétits aussi bien des Occidentaux que de la Russie. Mais, à mon avis, en l'état actuel, chacun joue sur ses forces. C'est-à-dire Al-Bourhan joue sur ses forces avec l'armée et Hemeti joue aussi sur ses forces avec les anciens Janjaweed. Puisque de toutes les façons, si vainqueur il y a, ce vainqueur sera aussi un allié naturel de la Russie. Et puisque ça fait partie de la tradition soudanaise. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le Soudan est dans une sorte de capharnaüm qui ne pourra trouver de solution, pas par l'ingérence américaine ni russe, mais peut-être par la pression au niveau de la population intérieure et peut-être
Peut-être par la providence. Mais peut-être plus la providence que la population qui est prise en étau. Là, on est à des centaines de morts. Certains parlent d'une guerre civile. Doit-on le craindre? Oui, il faut le craindre parce que quand on arrive à ce stade de neutralisation des deux forces, parce que il y a l'un qui a certes l'armée régulière, mais l'armée régulière qui n'est pas repue au combat, parce que ce travail-là, pendant des années, a été effectué par des miliciens, des forces paramilitaires, qui, du coup, aujourd'hui, sont des forces aguerries dans ce genre de situation et qui arrivent à tenir tête à l'armée au point où elle se retrouve pratiquement envahie sur son territoire, qu'est la ville de Khartoum. Alors, quand la crise va connaître cette première étape de confrontation entre armées, mais au-delà de cela, c'est surtout deux chefs tribaux qui appartiennent à des tribus, je dirais, certes, les deux sont des Arabes soudanais, mais qui appartiennent à des tribus rivales. Donc, il y a le risque qu'il y ait une sorte de propagation du conflit au-delà de l'armée, donc dans les artères de recrutement tribaux. Je rappelle que les forces que dirige Hemeti ont été essentiellement recrutées parmi les Soudanais de sa tribu. De sorte que on a, en fait, aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle de milices ou encore de forces paramilitaires, mais qui appartiennent à l'ethnie de Métis. De sorte que si on suit cette logique-là, très vite, il y a le risque que ces originaires de sa région, du Darfour, donc, prennent pour cible d'autres communautés et que cela ne favorise une explosion de la situation. Donc, pour cette raison, il y a le risque qu'au-delà de l'armée, le conflit prenne des artères de contagion qui touchent notamment des tribus, surtout que le Soudan est un pays extrêmement, avec une composition ethnique extrêmement variée, ce qui fait que c'est une habitude, en fait, là-bas, que dans la ruralité, surtout, il y a des conflits liés aux origines. Et il y a le risque que ce qui avait été contenu à l'intérieur du pays, dans les provinces, aujourd'hui ne touche Khartoum et ne prenne dimension nationale de guerre entre tribus opposées. C'est vrai que le Soudan est une sorte de mosaïque ethnique, mais comme le dit le professeur, l'essentiel des troupes de Hemeti aujourd'hui proviennent du Darfour et précisément de l'ethnie Zagawa. Cette ethnie Zagawa aussi qui a ses fondements aussi au niveau du Tchad. D'ailleurs, l'exécutif, je vais parler du général Mahamat Idriss, est aujourd'hui Zagawa également. Mais au sein du Darfour, le conflit qui opposait ces Zagawa et d'autres ethnies comme les Massalites. Et donc, ça peut entraîner une certaine résurgence de ce conflit-là qui va être une sorte de revanche de ces tribus internes qui avaient été déclarées vaincues, qui peuvent aujourd'hui se ranger du côté de Al-Bourhan, qui lui-même aussi est arabe, pour pouvoir remettre le couvert de la guerre perdue au niveau du Darfour. C'est vrai que le Soudan, c'est 60% de musulmans arabophones et 15% de chrétiens et à peu près 25% d'animistes. Mais les velléités ethniques sont réelles de sorte qu'aujourd'hui, on peut aller vers une guerre tribale, mais je pense qu'aujourd'hui, la militarisation du conflit va rendre cette guerre tribale un peu difficile. Moi, à mon avis, cette affaire va déboucher sur un accord, mais peut-être un accord pour combien de temps? Et ça, mais surtout, qui va réussir à l'imposer? On a vu tentative de cesser le feu qui n'ont pas tenu longtemps. Qui peut mettre fin à ce conflit? La situation interne ou bien la situation du terrain peut commander. S'imposer à eux, sans intervention régionale et internationale? Oui, forcément, il y aura une intervention régionale sans doute, mais au plan politique, vous avez vu que l'aéroport peut être ouvert, les négociations pourraient peut-être se passer au niveau de l'aéroport de Khartoum, mais moi je pense que quand les deux forces auront la conviction que nul ne pourra remporter cette guerre du point de vue militaire, il va avoir un moment où ils devront s'asseoir sur une table de négociation afin de redéfinir encore les contours du pouvoir, mais comme je l'ai dit, jusqu'à quand? Vous partagez le général Hemeti, déjà, il pèse sur lui des accusations de massacre, étant donné que c'est lui qui a joué le mauvais rôle dans la répression des rébellions. Généralement, toutes les accusations qui pèsent contre Omar el-Béchir, notamment d'accusations de crimes de guerre et tout, toutes ces accusations transitent forcément par ce général-là avant de toucher Omar el-Béchir. Donc, je pense que c'est un moyen de pression
que la communauté internationale peut utiliser contre lui pour lui dire, mais jusque-là, on s'est concentré sur Omar el-Béchi parce qu'on estime que dans la chaîne des commandements, c'était le donneur d'ordre. Mais étant donné que c'est vous qui avez fait l'exécution, plusieurs rapports d'ONG le mentionnent, on peut l'utiliser comme moyen de pression déjà. Pour de quoi? Encore la CPI qui va... Oui, forcément, parce qu'elle est déjà impliquée au Soudan, et bien qu'elle s'implique, qu'elle émette d'autres mandats. Au niveau du chef de l'État, le moyen de pression aujourd'hui, c'est qu'il a engagé, depuis qu'il est arrivé, un processus de négociation avec les institutions monétaires internationales et même avec les États-Unis pour qu'on lève l'embargo qui durait 20 ans. Et c'est dans ce cadre-là, d'ailleurs, qu'il a reconnu officiellement l'État d'Israël en se rendant à Entebbe pour rencontrer le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Donc, il a fait une somme d'efforts depuis qu'il est là pour, disons, permettre au Soudan de renouer avec les financements internationaux. Je pense que c'est un levier aussi qui peut être utilisé. Mais dans l'immédiat, pour ce qu'on sait, c'est que l'Union africaine a fait une déclaration pour dire qu'ils sont en train de prendre des contacts avec les deux parties. Et puis, dès que cela est possible d'atterrir à Khartoum, ils vont envoyer une délégation. Mais on est tous d'accord que ce niveau de conflit dépasse un peu la capacité de l'Union africaine. Donc, il faut peut-être prospérer au-delà, au niveau de l'Union européenne ou encore de l'ONU. Alors, le professeur a parlé d'outils de pression que peut constituer la CPI vis-à-vis du général Hemeti. Moi, j'émets de sérieuses réserves sur cette hypothèse, même si elle fait partie de la balance, parce qu'aujourd'hui, l'orgueil soudanais, l'orgueil national, fait qu'aujourd'hui, les Soudanais ne veulent pas que leurs compatriotes soient jugés par la Cour pénale internationale. Vous avez vu que Omar el-Béchi, qui était poursuivi des mêmes chefs d'accusation, qui était le commandant en chef de l'armée et qui était le principal donneur d'ordre, lui, le Soudan a carrément refusé de l'extrader vers la CPI. Et aujourd'hui, il est libre comme l'air. Il est poursuivi, non pas pour les crimes commis au Darfour ou même les crimes de guerre commis au niveau de mais il est plutôt poursuivi pour le coup d'État du 30 juin 1989. Donc, moi, je pense que ça, c'est une sorte de fuite en avant qui est dans l'ADN des Soudanais vis-à-vis de la Cour pénale internationale, puisque les Soudanais ont toujours considéré cette cour comme une cour occidentale, une cour des Européens contre choses. Et donc, vu leur position stratégique envers le Soudan, vers la Russie, je ne pense pas que cela puisse constituer un objet de chantage vis-à-vis du général Hemeti. Ce sera le mot de la fin, messieurs. Merci infiniment pour tous vos éléments de réponse. On se quitte sur cette citation. La guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens de Karl von Clausewitz. Merci de votre fidélité. Bonne suite des programmes sur RTI 1.